Donc, bienvenue pour cette deuxième édition des sorties de poche. À souligner que nous sommes les seuls à proposer en ce moment des sorties, ce qui est un plaisir de vous voir répondre à l'appel. Et aujourd'hui, c'est Épier qui est à l'honneur, et Épier, un petit condensé de l'histoire locale et nationale. On va faire une promenade d'1 heure dans le village, on va découvrir les lieux emblématiques de la commune, et puis ça va être l'occasion aussi de revenir en images avec des photos d'archives qui ont la plupart un siècle, revenir aussi comparer les lieux il y a un siècle et aujourd'hui. Donc vous inquiétez pas, on se promène, ce n'est pas de la randonnée, mais on prend notre temps pour en discuter en même temps, et on va déjà prendre la direction de l'église. Prenez les photos parce que vous allez pouvoir comparer. Alors premier arrêt pour comparer avec cette vue qui a un siècle. Oh là là, oui. Voilà. Ah, c'était grand. Oui, Alors, on voit qu'il y a un réchauffement climatique. oui, voilà. Donc vous êtes à peu près à l'endroit où a été prise cette photo. Ils ont comblé. Alors, Clocher derrière, donc, on reconnaît le clocher. Oui. Le plan d'eau qu'on a là, il est là. On se retrouve dans la même situation. Est-ce que des personnes connaissent un peu l'histoire du village et l'histoire de cette place où nous nous trouvons? Alors en fait, cette place, elle ne sera jamais construite. C'est une histoire qui nous replonge au XVIe siècle. Le duc d'Aumale donna la friche d'Épier aux habitants d'Épier en échange qu'elle ne soit jamais construite. Elle a servi pour alimenter les bestiaux pendant des siècles. La seule construction qu'il y a eu sur cette friche, c'est la mairie et l'école à la fin du XIXe siècle. Donc le deal a été respecté jusqu'au bout. Donc on va en profiter maintenant, puisque vous voyez l'église dans le fond, et on va s'en rapprocher et parler un peu de la façade de cette église et des anecdotes qui s'y rapportent. Voilà. Nouvelle étape dans notre parcours à Épier. Regardez un peu, voilà l'endroit où nous sommes, il y a un siècle, le presbytère. Alors, ça n'a pas beaucoup changé. Presbytère qui fut la maison seigneuriale. Alors on a la preuve, lui, qu'il a été construit en 1402, puisqu'on a son plan. Le hasard fait que dans les archives, on a son plan. Et puis ce presbytère, comme beaucoup le savent parmi vous, puisqu'on a fait cette commémoration il y a quelques années, a abrité un grand personnage dans l'histoire littéraire, puisque c'est là qu'a vécu Stéphane Jules, le précurseur de la science-fiction, qui était aussi dentiste à Ivry-la-Bataille. Mais cet auteur reste connu pour avoir introduit le genre de la science-fiction en France et en Europe. Ses livres ont connu un grand succès, ont même été traduits dans de nombreuses langues, ont servi aussi pour des films. Donc vous voyez un grand personnage qui a vécu ici. Je vous propose maintenant de nous rendre dans le cimetière. Allez, on va se rendre devant l'église. Faut que j'arrête. L'église d'Épier. Alors l'église d'Épier, reconnaissable à ces deux clochers. Deux clochers, pourquoi? Parce que en 1826, par signe d'opulence vis-à-vis des autres communes, la municipalité d'Épier décida de construire un deuxième clocher sur l'église. N'y voyez pas un symbole religieux, mais au contraire une décision de la municipalité de faire ce second clocher pour montrer sa supériorité financière aux autres communes. On est devant une église, comme vous le voyez, vous découvrez les trois parties qui la composent, puisqu'on découvre l'avancement des portes au fur et à mesure. Là, ce qu'on pourrait considérer comme étant la chapelle primitive, avec une petite porte, ça nous fait remonter à l'époque de la construction de l'église, à peu près au XIe siècle. On voit que ça s'agrandit, une deuxième porte qui est comblée, et puis on en arrive à la troisième porte. En fait, comme dans beaucoup de communes, l'église s'est développée, s'est agrandie au fur et à mesure que la population augmentait. Et la taille aussi, parce que là, il rentre pas, hein. Voilà. C'est comme chez Disney. Mais, donc voilà, et une église typique, puisque vous découvrez la façade en damier. Là, on se retrouve avec une construction typique du secteur. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'églises du canton. Alors, petit détail intéressant qui va nous prouver
l'extrême ancienneté des pieds. Vous avez le calvaire qui est juste là. Alors le calvaire, regardez bien sa colonne. Vous avez la base, mais la colonne qui est juste en dessous de la croix. Eh bien, cette colonne, c'est une colonne gallo-romaine qui fut trouvée dans le secteur, dans un des champs, et qui a servi pour ériger le calvaire. Ce qui nous prouve tout simplement que, eh ben, comme dans beaucoup d'endroits, l'église est située en remplacement d'un temple certainement païen. Les ruines de ce temple avaient été dispersées. On a une des colonnes qui a été retrouvée et au 19e a servi à faire tout simplement ce calvaire. Donc c'est une des rares preuves de ce qui pouvait être épié il y a 2000 ans. Voilà, ce petit fut de rien du tout. Quoi. Voilà, c'est l'occasion de s'en approcher pour le découvrir. Et voilà, par un tout petit élément comme ça, c'est l'esprit de la colonne. C'est vraiment... voilà, on retrouve tout l'esprit de la colonne. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Là, c'est encore plus visible de ce côté-là d'ailleurs. Ah bah, la toiture a été refaite en 90. Tiens, tu vois tous les... Voilà. Donc on a vraiment la preuve de ça. Alors pendant qu'on est au pied de l'église, on peut rappeler aussi une petite anecdote puisque c'était le thème de la sortie du mois dernier à Ivry-la-Bataille, la sortie qui était consacrée au Père Laval. Eh bien la mère du Père Laval était native d'Épied. Et le Père Laval lui-même a exercé son ministère dans cette église entre autres. Donc voilà le petit lien avec la sortie du mois dernier. Alors oui, on peut s'approcher pour voir le travail que ça pouvait être de découper les silex en carrés. Et ensuite, avec ces carrés, de faire un damier. Je vous laisse imaginer le travail énorme que ça nécessitait. Ah oui, oui, ils sont tous retaillés. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment des carrés. Hein. Ah oui, oui. Ah, c'est incroyable. Alors pour la petite histoire, la porte qui est comblée, de l'autre côté du mur, c'est l'endroit qui est creusé dans le mur pour on est accolé le confessionnal. Voilà. On a bouché la porte comme ça en mettant le confessionnal. Et puis vous allez pouvoir vous approcher de la porte pour admirer les détails. Voilà la porte. Donc là aussi c'est l'occasion de voir quand même un chef-d'œuvre du mobilier qu'on peut avoir dans nos églises. Le petit détail qui réside dans cette porte, ce sont les clous. Vous avez des clous en forme de coquille Saint-Jacques. Mais alors pour la petite histoire, est-ce que quelqu'un s'y connaît au niveau de Saint-Jacques? Est-ce qu'on est sur le chemin de Saint-Jacques ou pas? Oui, c'est par la Boissière. Eh ben non. À la Boissière, oui, mais à Épied, non. Tout simplement, le signe qui nous l'indique, c'est que la coquille est dans ce sens-là. Si la coquille avait été dans l'autre sens, on était sur le chemin de Saint-Jacques. C'est-à-dire qu'ici, la coquille est vers le haut. Voilà. Mais il passe par la Boissière et dans la forêt de Méret, mais il ne passe pas à Épied. Voilà. Pour les pèlerins, on en revient toujours comme dans les vitraux. Les personnes qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, il fallait bien trouver des moyens de faire connaître les choses. Ben là, tout simplement, le dessin de la coquille dans ce sens-là, vous n'êtes pas sur le chemin de Saint-Jacques. Donc voilà toutes les petites subtilités. Voilà le porche, puis on peut admirer le travail du bois pour la charpente du porche. Hein. Sachant que là, tous ces travaux ont eu lieu il y a un siècle, juste au-dessus de nous. C'est une dentelle de bois. Voilà, vous pouvez vous approcher pour découvrir tous les symboles. Alors, un petit arrêt au monument, 1914, la Première Guerre mondiale, à Épied, vous découvrez qu'on a eu
des morts que lors du premier conflit. Et voilà, vous pouvez prendre en photo le monument. Et tous ces jeunes qui sont inscrits ici avaient fait une photo avant de partir. Alors là, voilà. Ah bah, ça, je ne l'ai pas noté derrière, mais voilà. Mais tous ces jeunes, avant de partir, vous imaginez entre la liste et ceux-là, combien sont revenus? Bah, 3. Oui, bah voilà. Voilà. Ça, c'est dans les années qui ont été nettoyées, oui, oui. Et on va se retourner pour maintenant regarder de ce côté-là. Alors, un arbre. Mais alors pas n'importe quel arbre dans les pieds. Alors je vais vous montrer une photo d'époque. Ah oui, on est là. Voilà. Donc, voilà l'arbre que vous découvrez. Et pourquoi un tel arbre a épié? Eh bien tout simplement, en 1848, Louis-Philippe part en exil, quitte Dreux pour rejoindre la côte normande. Ben, les habitants d'Épied, pour marquer cette date historique, planteront un tilleul. Avec quel objectif? Ben, pourquoi un tilleul? Pour faire boire la tasse à Louis-Philippe. Voilà la petite anecdote qui est notée dans les registres municipaux. Voilà, et juste à côté, on a le château d'eau. Château d'eau, construit en 1952 par un maçon d'Épied. Château d'eau qui en a remplacé un beaucoup plus petit, mais qui est fabrication locale, puisque maçon d'Épied. Et je vais aller vous chercher les pieds et je vais vous amener voir. Comme ça, vous allez voir. Là, vous êtes chanceux. Hein. Donc en fait, ici c'était l'étable. Donc nous, on a tout défoncé, on a tout refait pour la conservation. Là, c'est l'ensachage. Donc j'ai une partie avec l'ensachage. Hein, voilà, tout est programmé sur un ordinateur. Et là, c'est nos questions de conservation. C'est-à-dire que nous, on trie une première fois sur la ferme. Et après, on a une autre exigence, on veut vraiment que ce soit parfait. Je ne veux pas vendre des graines cassées ou quoi que ce soit. Donc nous, après, on renvoie tout dans un établissement qui nous fait un autre triage densimétrique et optique. Une fois ou deux fois, tout dépend de la saleté qui reste. À vos yeux, il n'y en aurait peut-être pas beaucoup, mais nous, voilà, on veut vraiment que ce soit très très bien. Voilà. Donc en fait, une fois qu'on a trié nous, on remet ça dans des big bags d'une tonne, on fait un vide d'air, on injecte du gaz carbonique alimentaire, homologué AB, de façon à refroidir tout de suite pour éviter que les œufs, on ne les voit pas les œufs des insectes, mais les œufs peuvent éclore en quelques jours, on peut être infesté et ils mangent la graine à l'intérieur. En fait, là c'est fini après. Hein. Donc on fait ça et après on envoie dans l'établissement et eux nous renvoient avec le même système. Et après on remet tout en caisson comme ça, qu'on empile les uns sur les autres, de façon à ouvrir qu'un seul caisson à la fois et éviter qu'il arrive des petits bêtes de l'extérieur. Voilà. Je vais vous demander, monsieur, de fermer la porte parce qu'elle aime bien la lumière. Voilà. Donc c'est vraiment une exigence particulière. Donc là, on fait encore un vide d'air, on remet du gaz carbonique en attendant de les utiliser. Voilà. On ne prend qu'un caisson à la fois. Donc là, c'est toute la série de légumineuses qu'on fait. Donc c'est beaucoup de travail parce que l'ensachage, avant, il faut coller les étiquettes. Encore avant, j'envoie des échantillons dans un laboratoire à chaque numéro de lot pour qu'ils fassent des analyses nutritionnelles. Après, moi, je fais une moyenne, je donne ça à l'imprimeur et voilà. Et c'est assez strict. Voilà. C'est la petite gamme d'anticorail. Ça, ce sont des petits flageolets verts. Nos pois chiches noirs. Alors, si on a choisi de faire des pois chiches noirs, c'est simplement qu'au niveau nutritionnel, ceux-ci sont beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de protéines, beaucoup plus de vitamines que dans les autres. En plus, ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont
très bons gustativement. On peut les manger comme ça. Ils ne sont pas farineux comme les pois chiches blancs. Pas du tout. Vous les mangez en salade ou grillés, apéro, voilà. Voilà. Donc là, j'ai décidé de faire des petites tartinades, des choses comme ça, avec les légumineuses, pois chiches noirs, flageolets. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, on va essayer de développer une autre gamme à côté. Ah oui. Parce que c'est assez astreignant quand même les légumes secs quand il faut les faire tremper. Oui. Il y a beaucoup de gens que ça rebute. Donc je voudrais en vendre naturellement, cuit naturellement. Et d'autres essayer de faire proposition de petites recettes. Quoi. Voilà. Vous les faites tremper la veille comme n'importe quel. Ça, environ 12 heures. Voilà. C'est Ça, Oui. un petit peu plus. C'est un peu plus dur. Donc plus ce sera trempé, plus vous allez réduire la cuisson. Voilà. Là, la cuisson, c'est 2 heures quand même. Ah, quand même. Alors moi, ce que je conseille, c'est de faire cuire tout le paquet. Si j'ai fait l'expérience. Je vais cuire tout le paquet. Après, une fois qu'ils sont cuits, je les mets dans des petits bocaux que j'avais déjà utilisés comme petit couvercle. Plusieurs tailles. Et je mets le jus et le pois chiche cuit dedans. Je congèle. Comme ça, quand j'ai besoin, j'ai juste besoin d'ouvrir mon bocal. Quoi. C'est tout. Hein. Et ça évite de recuire. Hein. Voilà. Et ça fait une machine en rouge, ça fait des lentilles corales. Ah bon? C'est un fichu, ça, parce qu'on Moi, je connais, c'est le quinoa. Le quinoa. Ah ouais, je pense que ça va faire. Donc là, ce sont les petites lentilles bélier. Voilà. Alors celle-ci, ça colle plus facilement de poisson, de coquillage, en salade froide, choses comme ça. Elle est légèrement plus sucrée que la verte et plus soyeuse. Voilà. La verte, c'est plutôt pour une bonne saucisse. Le quinoa. Le quinoa, voilà. Et maintenant, c'est mis à faire aussi des flocons. Voilà, on fait des flocons de quinoa pour les gens qui veulent faire des cookies, des porridge, des choses comme ça. Voilà. Et on fait aussi des farines de lentilles et farines de quinoa. La farine de lentilles. En fait, si on peut faire ça, c'est simplement que le quinoa qu'on fait, c'est une semence française. Il n'y a pas de saponine parce que souvent le problème c'est que ça mousse, il faut rincer plusieurs fois, c'est un peu amer. Et nous, non, on travaille avec Monsieur Abbott, il est en Anjou, il a développé une variété qui est tout à fait adaptée aux Européens parce que nos goûts sont différents du Pérou et de Bolivie. Hein. Voilà. Il n'est pas frotté, il est vraiment naturel, il n'est pas décortiqué du tout. Et la farine, c'est tout usage ou... Alors, la farine de quinoa, vous faites des liants pour les sauces, vous faites des potages, vous faites du pain. La seule chose, c'est qu'il faut le mélanger à une autre farine, parce que le quinoa n'est pas panifiable, c'est sans gluten. Donc il faut absolument le mélanger à une autre farine, ainsi que la lentille verte, c'est pareil. Je conseille entre 10 et 20%, pas plus, parce que c'est très fibreux. Donc après, vous colmatez votre pâtisserie, hein, forcément. Voilà. Donc après, il faut assouplir avec un œuf supplémentaire, on adapte les recettes, hein, voilà. J'en ai sorti quelques-unes sur le site, hein, sympa. Voilà. Voilà. Ben merci pour C'est l'accueil. rien. Bah, écoutez, voilà. Voilà, on aura d'autres choses à vous présenter après. Voilà, on essaye d'y aller tout doucement parce que les semences, ça coûte cher. Moi, je travaille avec beaucoup de semenciers dans le sud de la France. Là, je reviens des Grandes parce que justement, les semences, je les fais avec une petite jeune qui a développé des variétés gustatives. Hein, et on essaye d'adapter les variétés qui marchent bien chez eux, chez nous, plusieurs sortes. Voilà. Parce que chez nous, ici, l'humidité vient beaucoup plus vite à l'automne. Donc, vraiment, moi, il faut que ce soit précoce. Hein. Il faut que ça donne assez rapidement. Donc, on mise toujours sur le fait qu'il n'y ait pas trop d'eau en arrière-saison pour qu'on puisse les récolter. Malheureusement, cette année, on a laissé 2 variétés dans les champs. Quand on commence en bio, on sait qu'on perd forcément 1 à 2 cultures hein, dans l'année. Ça, c'est pour ça que c'est difficile pour les jeunes de faire ça. Quand il faut qu'ils louent des terres et qu'ils s'assoient sur 2 ou 3 cultures, là, c'est compliqué. Là, voilà. On est rodés, on arrive sur le déclin, donc voilà, pas loin de la retraite. Donc voilà, c'est ça. On se fait plaisir, on veut vraiment se faire plaisir. Moi, je vais dans des salons à Paris voir un peu la nutrition, comment les gens se nourrissent, quel est l'avenir de l'agriculture, des nouvelles choses qu'on peut proposer aussi. Voilà, il y a des techniques. Hein. Nous, on bine énormément dans les champs, ça nous prend du temps. Nous, on garde de l'eau dans le sol. Voilà, on ne bloque pas le sol. Voilà,
C'est une autre façon de voir les choses. Ah bah, oui. Merci. Et Merci beaucoup. on reviendra te voir. Ah oui, c'est bien. Part. Vous voyez qu'il n'y a pas encore les bornes à l'époque. Cette photo, c'est du début du XXe siècle. Bah, comme toutes les mares, ça a servi pendant très longtemps pour les bestiaux. La petite particularité, c'est ces fameuses bornes. Comme vous vous en approchez, vous voyez qu'il y a des chiffres, il y a des fleurs de lys également. Pendant très longtemps, ces bornes ont été entreposées au pied de l'obélisque, en dépôt tout simplement. Et elles proviennent de l'ancienne voie royale, c'est les bornes, on va dire kilométriques, qui ont tout simplement été entreposées là-bas, puis qui ont servi pour encadrer, sécuriser la mare. Voilà, l'explication est vraiment très très basique. On ne sait pas de quelle voie elles viennent, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elles ont été ramenées sur un pied. Tout ce qu'on sait, c'est leur pose aux environs de 1910, c'est tout. Donc voilà pour ce qui est de ces bornes. On va continuer notre promenade en prenant en face, ce qui va nous permettre de prendre un sens. Ça change un petit peu parce qu'on y va rarement par là quand on fait nos promenades du village. Et puis on reviendra tranquillement sur nos pas jusqu'à notre lieu de départ.